Bonsoir à tous. Moi, je vais d'abord vous parler de moi un peu avant d'entamer sur Vue.js pour que vous sachiez un peu d'où je viens et pourquoi ce type qui n'a pas été chez le coiffeur aujourd'hui vous parle à tous. Le sujet, en gros, à la base, je suis sorti d'Epitech. J'ai bossé 1 an pour une boîte dans une agence australienne où, en gros, mon boulot, c'était de créer une team de dev iOS. Donc, j'ai fait pas mal de mobile avant. Et je suis rentré à Paris, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Stupeflix, qui a été rachetée en 2016 par GoPro. On faisait du montage vidéo en ligne. Je faisais partie des premiers devs iOS de cette team. Ensuite, à l'issue de ce rachat, j'ai monté une boîte qui s'appelle Nuage, qui faisait de la gestion de nom de domaine. Les gens qui m'ont reconnu. J'ai créé une boîte qui s'appelle Nuage, qui faisait de la gestion de nom de domaine pour les entreprises. Et on a pas mal poncé les frameworks web notamment. Puis finalement, je suis retourné un peu au monde du freelance parce que moi-même, j'ai été pas mal freelance. Notamment, j'ai fait l'appli iOS des cinémas MK2 à Paris et quelques projets comme ça. Et en fait, j'ai rejoint Comet parce que la vision de Comet était alignée avec la mienne sur le freelance et que j'avais un peu envie de participer un peu à ce changement. Quand je suis arrivé chez Comet, la team de dev front, c'était un dev backend, un dev front-end. Donc en gros, il n'y avait pas beaucoup de solutions disponibles. S'il y avait un mec qui partait en vacances, le projet sur lequel il bossait s'arrêtait. Et on a bien grandi depuis. Je suis arrivé il y a quelques mois déjà. Et en gros, ce que j'ai pu voir d'ores et déjà, c'est que la notion de dev front-end, dev back-end, c'est une notion qui n'existe pas trop dans le monde du mobile. Parce qu'un dev mobile, il fait tout. Il fait du réseau, il fait du modèle, il fait plein de trucs. Donc du coup, cette notion, elle n'existe pas trop. J'ai pu aussi voir que ce qu'on appelle un dev full stack, finalement, c'est un peu une chimère parce que même si je sais faire du front ou du back, je ne suis pas forcément très très chaud pour tacler tous les sujets front ou back-end. J'ai forcément une préférence. Et c'est pas parce que je sais faire du front que je suis un dev front. Moi, par exemple, je suis une tanche absolue en intégration. Du coup, est-ce qu'on peut me considérer comme un dev front parce que je sais faire du Vue? Ça, c'est une question ouverte. Voilà. Je vous parle ce soir de Vue.js parce que Vue.js, c'est donc un framework front qui nous a aidé à tacler un sujet chez Comet. Un sujet d'ownership de code et ce genre de choses. Donc en gros, Vue.js, c'est un framework qui a été créé en 2014 par un mec qui s'appelle Evan You, qui est un ancien de chez Google, qui a beaucoup bossé pour des frameworks pour Meteor notamment. Et en gros, il s'est posé cette question, il bossait beaucoup avec Angular à l'époque, Angular JS, donc la V1 de Angular, qui est bien décrié aujourd'hui, mais qui reste quand même un framework probablement un des plus utilisés du marché sur le front. En tout cas, il y a 6 mois, c'était probablement un des frameworks les plus utilisés en front. Et en gros, lui, quand il s'est posé pour dire Angular est cool, mais j'ai envie d'en faire quelque chose, quand il s'est posé pour créer Vue.js, il s'est vraiment posé dans une optique Angular est vraiment cool, il y a des bonnes choses dans Angular. Comment on peut faire pour enlever le superflu d'Angular et en faire un truc vraiment optime? Avant de partir sur le sujet de pourquoi chez Comet on fait du Vue, il faut voir un peu quelle est la mission d'un CTO. Alors, c'est un peu, c'est vraiment une réflexion ouverte. Moi, en gros, pour moi, la définition d'un CTO, c'est quelqu'un qui est censé garantir la continuité de l'effort technique au service du produit. Ce que j'appelle le produit, c'est plutôt l'aspect business du produit. Comet ou les sociétés, que ce soit Comet ou n'importe quelle société, elle a une mission, elle a un produit à faire tourner. Et le rôle du CTO, c'est de faire en sorte que toute la partie technique soit discontinue et que l'effort qui est fourni ne puisse pas s'arrêter. La deuxième partie de cette mission, c'est aussi d'assurer la cohésion de la culture technique. Créer une culture technique, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec des devs et cette cohésion, elle doit avoir lieu sur le long terme. Il ne s'agit pas de prendre une décision à un instant donné et de dire voilà, on va faire du Vue.js. Donc en fait, je commence un peu cette présentation en vous mettant dans le mood du fait que nous, on a choisi Vue, mais c'est pas forcément un bon choix pour tout le monde et c'est pas forcément un choix qu'on va garder toute notre vie. Ça veut dire
en fait, tout ce que je vais dire dans cette présentation, c'est mon avis perso et qu'il ne faut pas le prendre comme argent comptant. Pour argent comptant, les choix dépendent des situations. Et on était dans un modèle très particulier quand on a choisi Vue. Et du coup, voilà, c'est important de le dire. Je vais parler de Vue, je vais un peu parler de React, je vais un peu parler d'Angular. Je n'ai pas une expérience démesurée dans tous ces frameworks. Moi, j'ai fait beaucoup de mobile dans ma vie. Et du coup, s'il y a des incohérences ou s'il y a des choses qui ne vous semblent pas précises, n'hésitez pas à me le dire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est vraiment un état personnel, une réflexion personnelle. Donc en gros, quand on a commencé à parler de choisir un framework, moi quand je suis arrivé, il y avait déjà un dev front, un dev back dans ce que j'ai dit. Et d'un point de vue front, on était parti vraiment sur React. On était parti sur React pour plein de raisons, parce que c'était à la mode, parce que le dev front savait faire du React, et donc c'était super cool. Moi, dans ma mission de CTO, je me retrouve avec une stack React que je ne maîtrise pas forcément, mais ce n'est pas forcément un problème parce que je vais lire la doc, je vais faire ce qu'il faut pour que l'appli continue en React. Et puis du jour au lendemain, on m'annonce, le dev m'annonce qu'il va partir en vacances. Il va partir en vacances tout l'été. Donc il va partir en vacances 2 mois. Bon, je ne jette pas la pierre, il a le droit de prendre des vacances, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, je me retrouve avec un problème, c'est que moi, je dois garantir la continuité de l'effort technique pour Comet. Mais au final, j'ai la moitié de mon équipe qui est partie en vacances. Et surtout, je ne maîtrise pas la techno sur laquelle le produit est parti. Et donc, il faut que je me forme. Et surtout, en gros, il faut que l'équipe se forme. Parce qu'en fait, quand on a une petite équipe, le principal sujet pour garantir cette continuité, la principale stratégie, c'est de dire, l'équipe va se former. Et puis, quand on a 2 devs, et puis que moi je suis un peu un goal volant, donc je fais un peu de Vue, je fais un peu de front, je fais un peu de back, on a la chance d'avoir une stack full JS, du coup, il faut que l'équipe se forme, et il faut que l'équipe se forme comme des devs front. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir tripoter à React ou quoi, il faut savoir interagir avec React, il faut savoir faire du code qui va partir en production. Donc c'est un sujet compliqué. Et ça, c'était le problème qui nous était posé. C'est qu'il ne s'agit pas juste de toucher à React, il s'agit de faire du code qui va partir en production. Et tout le monde doit le faire. C'est là où j'en viens un peu un spin-off un peu de la presse et ce qu'on appelle la scalabilité. On est dans un domaine particulier qui est le domaine de la startup. Une startup, c'est une société en forte croissance. Donc garantir la continuité d'une équipe de développement dans une société en forte croissance, c'est nécessaire et ça demande à la team, probablement à un moment donné, de faire de la croissance. De croître en fait. Moi, par rapport au sujet global de Vue.js, à ce moment-là, je n'étais pas confiant avec React. Donc moi, ma volonté, ça a été de dire, ok, posons les cartes sur table et voyons si on n'a pas des solutions qui sont plus adaptées à notre modèle et à notre problème actuel. Mon objectif, c'était de faire en sorte de trouver des solutions qui puissent croître avec la team. Donc, trouver des solutions qui puissent croître avec la team, c'est être capable de se poser la question de comment on fait croître une team de dev. Le principal problème à la croissance, la première friction de la croissance dans une team, peu importe qu'elle soit technique ou pas, mais dans une team, en gros, c'est la culture. On apprend la culture à nos devs, donc quand ils arrivent chez Comet, il faut qu'ils prennent en main en fait, le bureau, les collègues, la façon dont ça fonctionne, comment on va gérer nos sprints, est-ce qu'on fait des merge requests, est-ce qu'on fait de l'intégration continue, tous ces sujets qui sont super sympas, mais qui sont non compressibles, c'est-à-dire que quand le mec doit apprendre ça, il doit apprendre ça, point. Ensuite, après la culture, il y a le business. Ça, c'est nos règles, donc évidemment, il l'apprend. Le business, les devs qu'on rencontre ne sont pas des gens forcément très orientés sur le business des freelances. Donc, c'est un autre sujet non compressible. Donc, ça rajoute du poids sur la tête du dev qui vient de nous rejoindre, c'est qu'il faut qu'il apprenne quelles sont les règles de notre business, comment ça marche, comment on vend nos prestations aux clients, etc. Et le troisième point que j'ai noté, c'est les outils internes. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que les outils, on les choisit. Donc, c'est là où je veux en venir avec Vue.js, c'est que nos outils, on les choisit. Donc, c'est à nous de choisir en fait des outils qui sont le plus simples possible à prendre en main. Parce que ce soit un problème de culture ou que ce soit un problème de business, on n'a pas la main dessus en fait. Par contre, les outils, on a vraiment l'action dessus. Ensuite, on décortique un peu comment ça marche une application de nos jours. Ce schéma, il est un peu complexe, mais il signifie qu'en fait, peu importe la taille des applications, ce qui compte, c'est que, en fait, quand vous partez du cœur d'une application, il y a toujours les mêmes problèmes.
D'abord, on va traiter les parties rendues graphiques. Donc si on prend Vue.js, c'est parce qu'on veut régler des problèmes d'opération sur le développement. On veut se faciliter la tâche. Donc pour ça, il y a plusieurs briques à traiter. Peu importe la taille de l'application qu'on va développer, on veut traiter du rendu graphique. Ensuite, on va avoir un problème d'assemblage de composants. Si on a des petites applications, on n'a que ces deux problèmes, par exemple. Si on commence à avoir une application un peu balèze, on commence à avoir des problèmes au niveau du routeur en local, sur du web. Si on continue là-dedans, on pourra avoir des problèmes de gestion des états. Donc là, j'ai mis Redux, mais c'est un exemple. Ça pourrait être d'autres solutions. Et si on a une application encore plus grande et des projets encore plus colossaux derrière, on peut avoir des problèmes de gestion de configuration. Donc, est-ce qu'on utilise Webpack, etc. C'est des problèmes, bon, voilà, en gros, que toutes les applications peuvent trouver. Et vous allez voir pourquoi ça s'intègre dans cette conversation avec Vue, enfin dans cette présentation plutôt avec Vue. C'est qu'en gros, toujours dans cette réflexion de trouver quelle va être la solution à notre problème, moi je me suis attelé à faire une réflexion sur ce que c'était la perfection, ce que c'était un framework parfait. Et donc on avait défini 3 données. Un framework parfait, c'est un framework qui est efficace, qui est structuré et qui est accessible, donc facilement, qu'on peut apprendre facilement. Choisir un framework, c'est un peu choisir une religion, donc il faut quand même prendre le choix à la légère. Enfin, il ne faut pas le prendre à la légère, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on va faire, parce que le problème, c'est que plus un framework est structuré, plus le développeur, le moins le développeur réinvente la roue. En fait, il a plein de solutions qui sont disponibles, mais moins il a de flexibilité, parce que forcément, il est obligé de se conforter aux problèmes que le framework va résoudre. Donc, idéalement, bon, le framework parfait, c'est le framework qui a ces 3 points. Moi, j'ai essayé de catégoriser un peu les frameworks, les 3 plus gros frameworks du front dans ce domaine-là. Ce qu'on a vérifié avec Vue.js, c'est que Vue.js avait une faible structure. Donc, en gros, la faible structure de Vue.js nous permettait d'avoir un framework très accessible et qui était très efficace parce qu'on arrivait à développer très rapidement des composants dessus. Quand on a regardé React, c'est un framework qu'on a trouvé très efficace, mais très structuré. Parce que React fonctionne avec des principes qui sont forts à React. Je pense notamment au JSX ou ce genre de choses, on va en reparler après. Mais en gros, il fallait prendre en main, prendre un dev back-end, par exemple, qui n'a jamais fait de front-end et lui expliquer ce que c'est que le JSX. La première question que le mec va poser, c'est pourquoi je fous du HTML dans mon JS? Et donc, du coup, c'est des sujets qu'on n'avait pas envie forcément de tacler à ce moment-là. Donc, on a catégorisé React comme un framework un peu structuré et très efficace. Inversement, AngularJS, encore une fois, c'est un avis personnel, ce qu'on a vu sur AngularJS d'expérience, c'est que le framework Angular était assez accessible. Il y a des notions comme le moustache template ou ce genre de choses qui sont assez simples et très structurées, les directives, etc. Il y a plein de sujets sur Angular, et c'est malgré lui, et je pense que c'est pas, le problème, c'est pas le framework, c'est plutôt l'usage qu'en ont les gens. En fait, c'est très difficile d'être efficace avec Angular parce qu'il faut comprendre des notions de rendering, etc. qui sont assez complexes. Je parle de la version 1 parce que j'ai 0 expérience, j'ai même pas lu la doc des autres versions d'Angular. Donc je sais que… voilà. Mais en tout cas, la version 1 d'Angular était très rigide à ce niveau-là, quoi. Après cette étude-là, par rapport au problème de Comet, on a choisi de partir sur Vue parce qu'il nous permettait d'être efficace. Et il nous permettait d'être accessible. C'est-à-dire que comme il y a très peu de cadres dans Vue, qu'un component Vue est ultra light, en gros, on pouvait donner ça à nos devs et on pouvait dire aux devs, commencez à bosser et faites du code qu'on pourrait mettre en production hyper rapidement. Et du coup, c'est un truc qui a marché tout de suite en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la team de Comet, c'est une team de bientôt 6 voire 7 personnes et qu'aujourd'hui on a adopté Vue complètement et nos devs front et nos devs back connaissent Vue.js. Et ça, après on peut discuter de tout ce qu'on veut, mais ce qui est indéniable, c'est que la prise en main de Vue, elle a été immédiate et qu'il faut, avec l'expérience de l'avoir… on a même des devs qui postulent chez nous et qui n'ont jamais fait de Vue et au final on leur fait un test Vue.js et ils réussissent le test Vue.js. Alors notre test n'était pas ultra compliqué, mais on est très critique par rapport à la qualité du code. Et en fait, ces gens-là réussissent le test Vue.js et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ils ont pris du plaisir à apprendre Vue.js. Et ils ont pris du plaisir à manipuler un framework ultra light et assez bien conçu. Du coup, pour nous, c'est un succès. On a vraiment choisi Vue.js uniquement pour ce critère-là,
parce que c'était le meilleur moyen de donner de la compétence à nos devs et d'être capable de scaler une team très rapidement sans avoir à leur faire lire une doc longue comme le bras, en plus de tout ce qu'ils ont à apprendre quand ils rejoignent une team de dev. Bon voilà, en gros, un des principaux composants de Vue.js, je voulais pas faire un talk très technique où on faisait des live coding ou des trucs ou des machins, donc on pourra en discuter largement après de partie tech, mais je trouvais que le format n'était pas forcément cool, j'avais pas envie de faire un talk d'1 heure non plus, donc c'est assez court, ça va être assez rapide. Mais en gros, voilà, j'ai pris un sujet qui était le sujet qui fait peur aux gens la plupart du temps quand on parle de Vue.js, c'est ce qu'ils appellent le single file component. Alors cette slide, elle n'est pas trop traduite parce qu'il y a des concepts qui sont propres à des concepts techniques. Je n'ai pas voulu les traduire parce que je ne voulais pas perdre l'essence du truc. Mais en gros, ce qu'ils appellent le single file component, quand on code sur Vue, c'est qu'on a un fichier .vue dans lequel on trouve du template. Donc ça, c'est une partie très HTML brute avec le fameux templating moustache. Une partie script, donc c'est la partie JS qui est l'essence de Vue, là où se trouve le composant, et une partie CSS. Et en fait, ce que vend Vue.js par rapport à ces composants-là, full single file component, c'est de dire, en gros, grâce au templating moustache qu'offre Vue.js, on exit les templates string exotiques qu'on pourrait retrouver dans des fonctions render de React où en gros le rendu est fait dans une template string un peu longue parce que le composant a pas mal de trucs à afficher. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose que moi je rajouterais par rapport à ça, c'est de dire si jamais j'ai un intégrateur qui bosse demain pour moi, c'est hyper pratique pour les dev front un intégrateur. C'est un mec qui va faire qui va intégrer le design et qui va faire le découpage du HTML, CSS. Lui filer un fichier React avec du JS dedans, c'est hyper compliqué, quoi. Le mec n'est pas forcément ultra à l'aise avec du JS et il risque en plus de péter des trucs parce qu'il va se retrouver dans une fonction JS. Le mec ne sait pas faire ça en fait. Bon, il y a des intégrateurs qui savent faire du JS, hein, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que React, c'est déjà un monde, quoi. Donc, de filer ce fichier React à des intégrateurs qui sont censés faire de l'intégration, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais validé ce sujet-là, notamment quand on bossait sur Nuage, parce que notre designer chez Nuage était très talentueux et il savait même faire de l'intégration. Donc, c'était parfait pour nous. Il nous shippait des templates HTML et on pouvait les intégrer directement. Et en fait, si on lui avait filé des fichiers JSX, je pense qu'il aurait trouvé ça un peu compliqué à prendre en main et il aurait posé beaucoup de questions. Là où, en fait, les devs n'ont pas envie de répondre à ce genre de questions. C'est du défocus et ça fait perdre un peu de temps, quoi. Le deuxième principal avantage des single file components, c'est que en fait, dedans, on a des scripts et ces scripts, ils sont scopés en fait. Ils sont scopés au component lui-même. Donc l'intérêt de ça, c'est que on n'a pas de global et on peut définir en fait des fonctions et des variables qui ne vivent que dans ce composant-là. Donc c'est vraiment c'est presque une app dans une app, en gros. Et le troisième truc qui est très intéressant, c'est l'aspect CSS en fait. L'aspect CSS, c'est la même chose que pour le script, il est scopé au composant lui-même, et donc du coup, on peut réutiliser des classes CSS qui sont déjà utilisées dans d'autres fichiers, mais comme on peut scoper, c'est pas une obligation, mais on peut le faire, on peut scoper le CSS dans ce fichier-là, du coup, bah, en fait, c'est vraiment, encore une fois, une app dans une app. Et ça, c'est très pratique parce que c'est très scalable, en fait, finalement. Même pour les tests, c'est hyper cool. Ensuite, il y a un truc qui est bien défini dans Vue.js, c'est que la séparation des concerns, en fait, des sujets ne nécessite est pas tout à fait corrélée à la séparation des fichiers. En gros, c'est pas parce que vous avez un fichier avec toute l'application Vue dedans, enfin tout le composant Vue dedans, que vous êtes obligé de garder un seul fichier. Le sujet, c'est de dire, moi j'ai une application, chez Comet par exemple, on utilise Vue, on a 3 environnements, on a l'environnement freelance, on a l'environnement back-office et on a un environnement corporate qui est pour les entreprises. Des composants en Vue, on en a peut-être, je ne sais pas, 150. Si j'ai 3 dossiers avec un dossier CSS, un dossier template, un dossier script, et que je dois chercher la correspondance de mes 3 fichiers pour un composant, c'est une tannée absolue. Donc en gros, l'idée qui est derrière le single file component, c'est qu'en fait, on peut intégrer ces 3 fichiers depuis le même fichier. Et donc du coup, je cherche un fichier, et donc nous, on gère ça en faisant des sous-dossiers, on gère des sous-dossiers avec le dossier à le nom du composant, et dans ce dossier, on retrouve un fichier HTML, on ne réinvente pas la roue, on utilise des concepts qui sont là depuis Internet,
On a un fichier JS où il y a juste le composant JS vu dedans, et on a un fichier CSS, encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Et le truc super cool, c'est que vu que tout ça c'est basé sur du HTML, si on veut utiliser des préprocesseurs de CSS type SCSS ou LESS ou ce genre de choses, ou qu'on veut utiliser des templating plus, non pas du HTML brut, mais plus des JAD ou des trucs comme ça, on peut utiliser le format lang, enfin l'attribut lang des templates, des balises CSS, et on peut loader le type de fichier qu'on veut derrière. En fait, Vue est compliant avec n'importe quel truc. Donc ça nous amène vraiment cette flexibilité ultime qui nous rend service parce que en fait, derrière, on va pouvoir construire une plateforme avec les bonnes habitudes de chacun. En gros, pour vous représenter un composant Vue, voilà la gueule que ça a dans le code. Donc en gros, on retrouve la balise style. Là-dessus, on n'est pas obligé d'en mettre du contenu. On peut donc le charger depuis un fichier à côté. C'est du CSS. Ça peut être LESS, ça peut être du SCSS, ça peut être tout ce qu'on veut en fait. Il suffit de le loader correctement. Mais ça, c'est du HTML, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème derrière ça. Il y a toujours la balise template, même problème. On peut loader des templates JAD, on peut loader tout ce qu'on veut. C'est ultra flexible. Et on a uniquement cette partie-là qui nous intéresse, qui est la partie un peu Vue.js. Et en fait, bon, sans rentrer dans les détails, mais la partie Vue.js est ultra simple, la doc est ultra claire. Et donc, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Donc filer ça à un dev backend, il lui faut 2 jours. Backend, bon, je fais des séparations, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les dev backend ne sont pas anti-front-end, mais je veux dire, un mec qui n'a pas l'habitude de créer des apps React ou quoi, si vous lui donnez ça, en théorie, s'il sait coder, s'il sait faire du JS, il a 0 problème de compréhension, il peut prendre le sujet et il peut le tacler aussi vite qu'on a besoin qu'il le tacle. L'architecture des composants, elle est intéressante d'un point de vue plus macro, parce qu'en fait, ce que Vue va amener, c'est que d'abord, on retrouve le corps. Quand on crée une application Vue, le problème qu'on a, c'est que dans des frameworks très structurés, un peu plus comme Angular, qui est un peu plus structuré, on va être obligé d'être compliant avec une certaine religion Angular, c'est-à-dire qu'on va utiliser toute la stack un peu Angular pour les problématiques qu'on a envie de gérer. L'intérêt d'un React par rapport à ça, c'est que lui, il est très light, il s'installe, il a juste la partie core. Et sur React, on installe, donc on a tout un tas de composants qui viennent s'installer en plus. Et bien, Vue, en fait, il fonctionne comme React. Donc, pour le coup, il a vraiment juste le framework Vue qui s'installe. Et par-dessus, en gros, la communauté officiellement va supporter des composants externes, qui sont plus des plugins, en fait, de Vue. Donc, dans ces composants externes, on retrouve le routeur, par exemple. Donc, tout ce qui est partie routeur local de Vue, c'est dans un composant externe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne veux pas utiliser le routeur de Vue parce que j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'avoir ce code-là dans mon app. Je peux utiliser uniquement le framework de base Vue.js. La partie ressources, en fait, ça s'appelle ressources, mais c'est tout ce qui est relation HTTP, connexion, c'est du réseau, en fait. C'est faire des requêtes GET, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est une brique externe que je peux implémenter dans mon projet comme un plugin externe. Vuex, c'est pareil. En fait, Vuex, c'est l'équivalent de Redux. Ils ont créé un Vuex qui est une sorte de machine à état pour gérer tous les états de la data d'une application. Le truc est très cool avec ces frameworks, je les ai mis en vert, il y en a probablement d'autres, je ne les ai pas tous explorés. Mais ce qui est très cool avec ça, c'est qu'en fait, tous ces frameworks-là, toutes ces briques, tous ces plugins, ils sont gérés officiellement par la communauté. Donc ça veut dire qu'ils seront toujours maintenus. Moi, quand je faisais du dev iOS, on avait eu la bonne idée une fois d'avoir installé dans notre application un truc qui s'appelait ASI, HTTP Network. Et en fait, ce truc, c'était une lib pour gérer un peu mieux les connexions réseau d'une application iOS. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la communauté de superbes supporters qu'il y avait derrière a juste décidé d'arrêter de supporter ce projet. Et on s'est retrouvé avec un truc qui était outdated dans l'appli, qui n'était plus jamais mis à jour. Et quand il a fallu switcher, c'était vraiment très pénible. Et donc, j'attire l'attention sur le fait que ces composants soient supportés officiellement par la communauté. Ça veut dire que si un jour Vue s'arrête, ces composants vont s'arrêter, mais pas avant. Et donc, du coup, il n'y a aucune chance qu'on se retrouve avec un Vuex, par exemple, qui soit plus du tout maintenu par la communauté. Et ça, c'est hyper rassurant, à la fois d'un point de vue dev, mais encore plus d'un point de vue CTO, parce qu'on se dit, c'est des problèmes qui ne seront pas là demain, quoi. Donc ça, c'est vraiment ultra cool pour nous. Voilà. Ensuite, comme React et comme tous les frameworks, bon, c'est du JS, hein, on connaît le truc,
Il va y avoir une communauté de développeurs qui vont développer mais un nombre infini de paquets. Et ce qui est très cool et ce qui est très rassurant, c'est que la communauté Vue est très active. Et donc du coup, sur les frameworks, sur GitHub, etc., on trouve énormément de projets Vue et on trouve tous les modules qu'on peut chercher, quoi. Voilà. Donc en gros, le retour d'expérience que nous, on en a de Vue, pour l'avoir testé, c'est qu'on n'a pas du tout kiffé le fait qu'il n'y ait pas de normes. Ce que je veux dire par pas de normes, c'est que Vue, c'est très cool parce que c'est ultra flexible, mais le problème que ça pose, c'est qu'il n'y a pas de structure. Les composants, on peut les utiliser n'importe comment, c'est ultra light et du coup, c'est facile de faire vraiment des trucs ignobles. Et donc quand on dev tout seul, c'est une chose. Quand on dev en équipe, c'est compliqué parce que forcément, il faut se mettre sur la même corde. Et ce qu'on veut idéalement, c'est coder comme une seule personne, quoi. Mais sauf que quand on est 5 sur le projet, ça devient un bordel pas possible. Alors, heureusement pour nous, on a Thomas, notre lead front, qui est vraiment un nazi de la syntaxe et de l'organisation du code. Et du coup, il veille au grain à ce qu'on fasse pas trop de... On bosse beaucoup en faisant des merge requests et du coup, lui veille au fait qu'on fasse pas de conneries avec Vue. Mais sérieusement, si j'étais seul sur le projet, je pense que je pourrais faire beaucoup de trucs cradoc, quoi. Et puis, le fait d'avoir beaucoup de liberté, c'est un peu pareil. C'est que c'est très cool sur le papier, mais au final, en pratique, trop de liberté, ça ne nous aide pas à nous structurer. Et parfois, la démocratie n'est pas toujours une bonne solution. Mais heureusement, on a encore ce bon vieux Tom qui nous aide à ne pas faire trop de conneries. Après, il y a des tas de trucs qu'on a vraiment adorés. Le langage, il est plutôt naturel, il est facile à prendre en main. Je pense qu'il y a pas mal de devs qui ont défini la documentation de Vue comme étant probablement la meilleure doc qu'ils aient lue de leur vie. Et après, c'est reposé sur des concepts éprouvés, comme le HTML, on ne réinvente pas le HTML, le templating moustache, ça marche bien, voilà, on ne le réinvente pas. Le framework, il est hyper accessible parce qu'il est super light. La structure, elle est plutôt élégante parce que c'est bien géré, la séparation des concepts est bien faite. Bon, je n'ai pas voulu rentrer volontairement dans des sujets comme les mixins ou ce genre de choses. Sur Vue, ils exploitent beaucoup les mixins, là où sur React, c'est un peu banni maintenant. En réalité, il y a des concepts par-dessus comme les plugins qui peuvent englober les mixins et éviter d'avoir des mixins globales qui soient l'enfer absolu dans le code. Nous, on n'a pas souffert de ça. Mais en gros, on trouve que plutôt la structure est assez élégante par sa légèreté. Il faut être juste bien organisé, quoi. Ensuite, voilà, c'est flexible, c'est adaptable et c'est surtout, ça nous permet d'écrire du code concis. Et ça, on a vraiment bien aimé. Et en gros, on est content du fait d'avoir choisi Vue. Et pour conclure, pour ne pas vous prendre trop de temps, on est quasiment à la demi-heure. Pour conclure, ce qui est très cool, c'est que ça nous a permis de régler nos problèmes. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, encore une fois, comme je vous disais en entrée de jeu, c'est que nous, on a choisi Vue parce qu'on avait des problématiques très précises, qu'on ne veut pas vendre Vue comme étant la solution ultime, mais en tout cas, elle nous a permis de vraiment scaler la team, de distribuer ce savoir à travers les développeurs chez nous. Et j'ai eu, la première fois que j'ai parlé de Vue dans la team, le dev React n'était pas forcément ultra ravi. Mais au final, aujourd'hui, il m'a aidé à écrire cette presse et il est plutôt content d'avoir découvert un nouveau framework. Il a vite appris, il a vite pris en main et c'est vrai que quand on recrute des gens, on voit beaucoup de gens qui ont fait du React. Donc c'est pour ça que j'attire l'attention sur le fait que Vue n'est pas forcément une solution à tous les problèmes. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que React a été créé par Facebook et les problèmes de Facebook ne sont pas forcément les problèmes de Comet. Et donc du coup, à vouloir créer des sujets sur des frameworks, ce qui compte finalement, c'est pas tellement le framework qu'on choisit, c'est plutôt ce qu'on en fait et grosso modo où est-ce qu'on amène la team avec ces frameworks. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fini ma présentation. Merci. Une question-réponse. Ouais. Alors, est-ce qu'on utilise plus les mixins que les higher order components? La réponse est oui. Nous, on utilise les mixins conscients du fait que c'est pas forcément clean dans tout le code. On est au courant du fait que en fait, il y a plein d'articles effectivement sur les dev React qui disent les mixins, c'est le meilleur moyen d'avoir des versions, des sortes de fonctions globales et des choses comme ça un peu pas cradoc, enfin complètement cradoc dans le code en fait. Nous, on n'a pas ce problème-là.
on utilise les mixins. On n'a pas ce problème-là parce que pour l'instant, notre application, elle n'est pas énormissime et qu'on a bien documenté le sujet des mixins. Donc, les devs sont au courant, mais en effet, peut-être qu'on va switcher vers un modèle qui scale un peu plus quand l'équipe va grandir. Pour l'instant, on utilise beaucoup de mixins. Mais en fait, je pourrais te répondre. Je pense que pour ce genre de questions, notre dev front aurait des meilleurs. Malheureusement, il est à Bordeaux, il est à Lyon, pardon. On fait beaucoup de remote chez Comet. Et du coup, le dev n'a pas pu se déplacer ce soir à notre lead. Donc, mais je peux prendre tes coordonnées et lui poser la question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions plus non, plus des questions. Non, c'était une bonne question quand même. C'est le premier framework que j'apprends et j'étais confronté à la même problématique que toi, c'est t'as trop de liberté, pas de structure. Du coup, j'ai cherché pas mal de projets pour me faire une petite culture du framework. Est-ce que tu as une référence en termes d'organisation, un projet open source qui sert de bonne base pour apprendre? Alors la question c'est en gros, est-ce que pour apprendre la structure de Vue, j'ai un projet référent c'est ça, je dénature pas la question, pour prendre en main l'architecture du projet et apprendre à faire une bonne architecture Vue, des bonnes pratiques. Alors je te répondrai que la doc est ultra bien faite et elle pullule toutes les questions que tu peux te poser du genre est-ce que je dois faire ça? Tu peux considérer que la doc y répond. Nous, on a découvert énormément d'orientation dans la doc. J'ai pas de projet open source à te donner comme ça, mais je pourrais peut-être éventuellement partager un peu plus l'architecture de notre code. On s'est posé, nous, des questions de base sur justement ce single file component, est-ce qu'on avait envie de le découper ou pas. Donc, on a répondu de manière très absolue, c'est qu'en fait, nous, on a on a une architecture avec trois branches en fait, qui sont les freelance, les corporate et les team members. Et en gros, on a un dossier, donc on a créé 3 dossiers. On a un dossier public avec lequel on a des composants qui sont partagés entre ces 3 environnements-là. Et en gros, dans chacun des dossiers, on retrouve tous les fichiers du dossier. Donc en fait, on a le fichier Vue.js, enfin Vue.vue là-dedans. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour tout ce qui est global, type par exemple, on utilise Apollo, parce qu'on fait du GraphQL en back-end. Et donc du coup, pour Apollo, on a une mixin Apollo en fait, qui est couplée à une mixin de formulaire. Donc en fait, on ajoute des capacités à nos composants en créant des mixins. Et comme on n'en a que 3 des mixins, finalement on ne se perd pas, elles sont bien documentées. Finalement on ne se perd pas là-dedans. Donc en fait, nous on a essayé on n'a pas rencontré ce problème de mixin. En fait, je réponds aux 2 questions en même temps, mais on n'a pas rencontré vraiment ce problème de mixin pour l'instant. Et puis pour structurer le projet, en fait, on a pris un problème simple de dire on regroupe tous les œufs dans le même panier et puis on fait n paniers et on s'y retrouvé les œufs à chaque fois. Ce qui peut être cool, c'est peut-être que dans le live, on rajoutera peut-être des points vers la documentation là où ça peut t'aider à trouver une architecture pour ton projet. Mais franchement, la doc de Comet est vraiment ultra sharp et très très bien faite, quoi. Dedans, il y a vraiment toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce genre de sujet. Nous, le routeur, on a des sujets sur le routeur. Et en fait, Vue routeur, bam, il y a une doc ultra précise. C'est comme si elle était dans la pièce au moment où on parlait et qu'elle répondait à nos questions. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si je peux me permettre, pour répondre à la question, là, en plus de la doc qui, comme il dit, est vraiment béton, moi, si je peux recommander un bouquin, il faut lire anglais, c'est le bouquin d'Olga Filipova sur Vue. Voilà. Ok. Olga Filipova, en termes de bonnes pratiques, il y a toutes les réponses. Donc, je dis pour les internautes. Les internautes. Olga Filipova. Olga Filipova a écrit un livre. Vue.js 2, voilà. Ok. Learning Vue.js 2. Très bien. Ça sera répété aux internautes. Enfin, ils l'entendent. Hein. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais. Oui, est-ce que Vue.js, ça gère juste l'interface graphique ou est-ce que ça gère aussi les bases de données? Est-ce que Vue.js gère l'interface graphique ou est-ce que Vue.js gère aussi les bases de données? Ça dépend ce qu'on appelle une base de données. Vue.js, c'est vraiment un framework très front. Donc, sa principale mission, c'est d'aider le développeur à faire une application front. Nous, les bases de données, on les gère par une API, donc c'est un back-end. En gros, ce qu'on pourrait appeler une base de données, même si ce n'est pas vraiment le cas, c'est une partie qui s'appelle Vuex.
Vuex, c'est Redux, en gros, c'est un équivalent de Redux à Vue.js. Et en gros, ça nous permet de gérer une sorte de local storage avec des états et donc de pouvoir, si on a plusieurs composants qui manipulent la même donnée, en fait, l'intérêt de Vuex, c'est de nous permettre de manipuler la donnée depuis un composant et de mettre à jour l'autre composant automatiquement, en gros. C'est vraiment comme ça que c'est conçu. Après, des bases de données, moi je connais pas de façon de gérer de la base de données avec Vue. C'est plus le rôle du back-end chez nous en tout cas. C'est comme ça que c'est architecturé, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai une question. Oui. Tu as parlé d'Apollo tout à l'heure. Ouais. Et du coup, c'est tiré Redux avec ou il y a une intégration spéciale avec Nous, alors j'ai parlé d'Apollo, je répète pour les internautes, on va bien former. J'ai parlé d'Apollo et la question c'est est-ce que ça tire Redux avec Non, nous on utilise Apollo seul. C'est une version de Apollo qui s'intègre avec Vue, mais c'est une version officielle supportée par Apollo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Apollo, c'est un client GraphQL. Donc c'est vraiment une partie de la lib qui va s'intégrer dans Vue et qui va nous permettre de faire des requêtes aisément GraphQL. Ça ajoute notamment une extension qui s'appelle GQL qui nous permet de faire des fichiers qui ressemblent beaucoup. Bon, je ne rentre pas dans GraphQL, mais ça ressemble beaucoup à du JSON et ça nous permet de requêter la base de données avec ces fichiers JSON. Et donc en fait, non, nous on utilise Apollo seul. Il n'y a pas de gestion de Redux. Et d'ailleurs, en fait, la question a été posée. Oui. En fait, je pose la question dans le sens où la version React, parce que je connais la version React, Ouais. elle embarque Redux D'accord. en tant que dépendance. Et Alors, donc, du coup, je m'interrogeais par rapport à que tu puisses avoir Vuex. Et en fait, derrière, quelque part, dans un point caché, Redux pour Apollo. Alors, du coup, la question, c'est plutôt dans le sens, la version React de Apollo embarque Redux, qui est donc la machine, enfin, le gestionnaire d'état de React. Nous, on n'a pas ça, parce que, alors je pense, j'ai pas la certitude, mais je pense que Apollo a été bundlé pour Vue sans Redux. J'imagine que ça doit être le cas aussi pour React. Ça reste à confirmer, mais j'imagine. Et nous, on utilise Apollo sans Redux et sans gestionnaire d'état. Parce qu'on a choisi d'utiliser Vuex. Et on a choisi d'utiliser Vuex parce que ça faisait partie du framework Vue et que du coup, c'était un composant officiel supporté par Vue. Et on préférait rester collé aux composants officiels Vue. Plutôt que de... Même si Redux est un truc monstrueux comme Apollo, d'ailleurs, j'imagine pas une seule seconde que Redux sera pas supporté dans les jours qui viennent, donc il n'y a pas tellement de... Mais bon, c'était pour être plus compliant, plus cohérent avec le reste de l'app, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais. Et du coup, sur React, il y a ce qui s'appelle Next pour faire un peu de la partie Ouais. serveur. Du coup, on peut, mettons, avoir un CMS du coup, avec des données qui sont cachées derrière. Donc c'est du server-side rendering ou... Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez envisagé le port en Next Ouais, alors on ne l'a pas envisagé tout de suite. C'est une question qui ferait rire, je pense, nos devs front et back-end, qui ne nous écoutent pas d'ailleurs, mais il y a eu une grosse bataille récemment sur ça, sur la perf, etc., sur plein de trucs. On ne l'a pas envisagé pour l'instant parce que on a envie de scaler assez rapidement. Pour l'instant, on a des problématiques qui sont plus... En fait, on ne veut pas se créer des problèmes pour l'instant. Et l'intérêt d'avoir une application qui est client-side rendering, c'est qu'on n'a pas à gérer l'infra qu'il y a derrière. On est une petite team, on est des devs, on n'a pas envie de se créer ces problèmes d'infrastructure pour l'instant. Mais on sait que Vue.js supporte complètement le server-side rendering. D'ailleurs, il y a une brique entière de la documentation qui est dédiée à ça. Et c'est natif, si je puis dire, dans le langage. Donc, encore une fois, la doc a vraiment un nombre énorme de réponses sur ce genre de questions. On sait que c'est possible avec Vue et peut-être qu'un jour ce sera un sujet chez Comet. Pour l'instant, on est vraiment très occupé à construire la fin de la plateforme. Ça signifie que vous n'avez pas beaucoup de problèmes de SEO. Pour l'instant, non, parce qu'en fait, on est très applicatif. Donc en fait, on a une partie landing où elle est codée en brut, quoi. Donc en fait, on a le SEO qui est là-dessus. Après, l'application Vue, elle tourne pour vraiment l'applicatif. Donc derrière,
On n'a pas de problème de SEO en effet, parce que ça n'a pas de sens de mettre du SEO sur cette partie-là de l'appli. Mais c'est un point très juste. Ça, c'est un sujet, ouais. En tout cas, vu le support. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Cool. J'ai répondu à une de tes questions, c'est cool. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou on va boire des bières? Non, c'est bon? Bon, bah, cool. Merci à vous.